Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Apprenons la cybersécurité pour continuer à apprendre, découvrir ou approfondir des notions de base en cyber. Alors aujourd'hui, on va parler de SQL injection avancée dans la continuité de la vidéo précédente et on va essayer de relever le défi qu'on s'était donné, à savoir exfiltrer toutes les données de la base de notre petite application. Donc je rappelle, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, on a construit une base de données et une application bancaire avec des utilisateurs, des comptes, une petite interface ici pour se connecter. Et le but du jeu, là, ça va être de se mettre à la place d'un attaquant qui arriverait sur cette page et qui, grâce à des injections SQL astucieuses, réussirait à exfiltrer toutes les données. Je rappelle que la dernière fois, on avait déjà réussi à se connecter grâce à une injection SQL, mais on s'était vraiment donné comme défi d'essayer d'aller chercher toutes les données de la table utilisateur et en particulier les mots de passe. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Alors, notre plan d'attaque va être le suivant. Donc notre objectif final, je l'ai dit, c'est d'exfiltrer toutes les données de la table utilisateur. Sauf que pour faire ça, on va devoir relever trois challenges. Le premier, c'est comment on va afficher les données qu'on va exfiltrer. Parce que rappelez-vous, la dernière fois, quand on s'était connecté avec notre payload, donc je vais le refaire, donc c'était 1 égale 1, or 1 égale 1, pardon, et on mettait la suite en commentaire, on met n'importe quel mot de passe, hop, on est connecté. Donc là, on a réussi à bypasser l'authentification, c'est super. Pour autant, aucune information ne s'affiche sur l'utilisateur. On n'a pas son identifiant, on n'a pas son mot de passe. Donc, on n'a pas réussi à afficher les valeurs de cette table. Donc notre premier sous-objectif sera de trouver un moyen d'afficher les données exfiltrées. Imaginons maintenant qu'on a réussi à trouver un moyen de les afficher. Le problème, c'est que l'attaquant, quand il arrive sur cette page, il ne connaît pas la structure de la base. Il ne sait pas dans quelle table sont stockées les données. Est-ce que ça s'appelle utilisateur? Est-ce que ça s'appelle user? Est-ce que ça s'appelle utilisateur sans S? Il ne sait pas. Donc il va devoir découvrir la structure de la base. Et pour faire ça, on va s'attaquer au dictionnaire de données de la base. Donc le dictionnaire de données de la base, c'est l'endroit où la base stocke sa propre structure interne avec la liste des tables qu'elle contient, la liste des colonnes et tout un tas d'informations. Alors le problème, et ça va nous amener au sous-objectif numéro 3, c'est que ce dictionnaire de données a une structure qui est spécifique en fonction du système de base de données. Ça ne va pas être la même chose sous MySQL ou sous Oracle ou Postgre. Et d'ailleurs, on va avoir des syntaxes un petit peu différentes selon le moteur de base de données. Du coup, notre objectif numéro 3, notre sous-objectif numéro 3 sera de découvrir à quelle base de données on a affaire derrière ce site web. Et finalement, ce sera un peu le prérequis pour tous les autres. Alors, allons-y, regardons comment on peut essayer de découvrir à quelle base de données est connecté le site. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque système de base de données, alors souvent on dit SGBD comme système de gestion de base de données, il a ses propres fonctions pour gérer son dictionnaire de données. Il a ses propres tables systèmes. Alors là, je vous ai mis quelques exemples. Dans MySQL, on va utiliser par exemple select version, ce qui va nous renvoyer la version de MySQL. Dans Postgres, c'est la même requête select, par contre le retour est complètement différent, il va être beaucoup plus verbeux. Et puis dans Oracle, alors là, la requête elle-même est complètement différente. Donc par exemple, je vais jouer dans phpMyAdmin la requête, voilà, exécuter. Donc là, il me trouve 8, 4, 7. Et par contre, si je lui jouais la requête pour Oracle, eh bien là, normalement, il va me sortir une erreur parce que bien sûr, il ne connaît pas cette syntaxe. Voilà, donc il me dit que v$version n'existe pas. C'est tout à fait normal, c'est dans Oracle. Ok, donc là, eh bien, comme a priori on ne sait pas du tout sur quel système on va être contraint de fonctionner par des essais et des échecs. On essaye le script pour MySQL. Si ça marche, on a trouvé, c'est bien. Sinon, on continue avec Postgres. Et si ça marche toujours pas, avec Oracle. Et ainsi de suite, jusqu'à trouver.
Parfait. Donc là, on a un moyen de trouver à quelle base de données est connecté le site. Malheureusement, on est toujours bloqué par notre fameux premier sous-objectif, c'est-à-dire que même si on a réussi à faire exécuter le calcul de la version, comment faire afficher cette information à l'écran? Donc maintenant, il va falloir qu'on travaille un peu sur notre sous-objectif numéro 1. Alors comment faire? Donc on a vu, on ne peut pas afficher directement les données. Ça arrive parfois sur certains sites qui sont sensibles au SQL injection, mais là, ce n'est pas le cas sur ce site-là. Du coup, il va nous falloir trouver un moyen astucieux pour deviner la donnée ou en tout cas pour la déduire. Et ce moyen, la solution, donc ça va être d'utiliser le temps de réponse du serveur. Alors le principe, c'est qu'on va lui poser des questions astucieuses à laquelle le serveur pourra répondre soit par vrai, soit par faux, mais il ne va pas répondre directement vrai ou faux. En fait, il va répondre indirectement en fonction du temps de réponse. Alors comment on fait ça? Eh bien tout simplement, on va lui injecter une condition qui, si elle est vraie, va déclencher un traitement long, et si elle est fausse, va s'exécuter immédiatement, donc avec un traitement très court. En mesurant le temps de réponse, on pourra donc en déduire si la condition était vraie ou fausse. Et il restera ensuite à trouver des conditions, enfin des questions astucieuses pour réussir à en tirer la valeur des données. Alors comment on traduit ça au niveau du payload? Je rappelle, le payload, c'est la charge utile, c'est ce qu'on a injecté dans le champ identifiant. Donc par exemple, là, notre payload, c'est fermer la côte, or 1 égale 1 dièse. Alors on va garder le début du payload standard, ça c'est pour bypasser l'authentification. On va garder aussi le dièse à la fin pour ignorer la suite de la requête, et on va travailler sur tout ce qui se passe au milieu. Alors là, je vous ai mis deux payloads possibles. Dans ce payload, on va faire une union. Alors la condition union, enfin plutôt l'instruction union en SQL sert à concaténer le résultat d'une première requête select avec le résultat d'une deuxième requête select. Alors vous verrez qu'il y a quelques contraintes, on en parlera juste après. Et on va surtout décrire maintenant la fameuse deuxième requête select. Donc dans le premier cas, on utilise une structure conditionnelle. On fait si une condition, alors si une condition est vraie, bien sûr, alors je fais un traitement long, sinon je fais un traitement court. Et donc ça nous permettra, en mesurant le temps, de savoir si la condition était vraie ou fausse. On verra ensuite comment implémenter exactement ça. Là, on est au niveau du principe. Si on ne veut pas utiliser de structure conditionnelle, on peut faire autrement. On peut sélectionner une valeur quelconque, et dans la clause where de cette sélection, on peut faire un test avec un AND au milieu. Alors pourquoi ça va nous aider? C'est tout simplement parce que rappelez-vous, dans la vidéo sur la logique booléenne, on avait vu que si d'un point de vue logique A AND B et B AND A c'était strictement équivalent d'un point de vue purement logique, eh bien d'un point de vue exécution par un ordinateur, c'est pas la même chose parce que en fonction de la valeur de vérité de A et de B, la deuxième condition ne va pas être exécutée ou bien elle va l'être. Donc prenons un exemple plus concret. Si par exemple test est vrai, alors le système, pour s'assurer que la condition test AND quelque chose est vrai, il va être obligé d'évaluer la deuxième partie. Parce que le A AND B n'est vrai que si à la fois A et B sont vrais. Donc il doit évaluer les deux. Et du coup, il va évaluer traitement long. La réponse sera donc longue et le temps de réponse sera long. Par contre, si test est faux, le système ne va pas avoir besoin d'évaluer la suite, puisque de toute façon, faux et n'importe quoi, vrai ou faux, ce sera de toute façon faux. Donc si test est faux, il ne va pas évaluer la suite et il va donc répondre tout de suite. Et le temps de réponse sera court. Bon, nous, on va utiliser le premier payload de type structure conditionnelle. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau de la requête? Donc là, je vous ai mis la requête globale avec en vert la partie légitime, celle qui était dans le site, et en orange le payload qui vient s'insérer en plein milieu de la requête légitime. Donc
Cette partie-là, c'était le payload habituel qui permet de compléter la première requête. Alors, la première requête, hein, j'ai mis exprès quelque chose et quelque part parce qu'on ne sait pas quelles colonnes sont sélectionnées. Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il y en a plusieurs? On ne sait pas. On ne sait pas non plus dans quelle table. Ici, on ne sait pas, enfin, on ne connaît pas le nom de la colonne qui est testée. Tout ce qu'on se contente de faire, c'est de fermer cette première requête, faire un union, mettre notre deuxième requête avec la condition temporelle, et bien sûr ne pas oublier de commenter la suite de la requête légitime. Ok, donc là on reste toujours sur du pseudocode, mais maintenant on va aller euh, creuser et voir comment implémenter cette structure conditionnelle, mais aussi comment implémenter un traitement long et un traitement court. Alors allons-y. Les structures conditionnelles dépendent elles aussi du système de gestion de base de données. C'est pas tout à fait la même syntaxe en MySQL et en PostgreSQL. Et d'ailleurs, c'est pareil pour la fonction qui va permettre de mettre en attente le traitement. Donc dans MySQL, on va utiliser la fonction sleep alors que dans Postgre, ça sera pg underscore sleep. Et au niveau du bloc conditionnel, dans MySQL, c'est assez simple. On fait if la condition, virgule, le traitement à faire si la condition était vraie, virgule, le traitement à faire si la condition était fausse. Alors que dans PostgreSQL, on va plutôt avoir une structure du type case when la condition, then le traitement à faire si la condition était vraie, else le traitement à faire si la condition était fausse. Bon, pour nous, c'est plus un vrai problème puisque finalement, on va considérer qu'on est sur du MySQL. On va quand même le vérifier hein, avec un vrai payload juste après. Mais avant ça, il nous reste quand même un dernier problème à résoudre. C'est que, c'est ce qu'on a appelé l'alignement des structures, c'est que quand on fait un union entre deux résultats de select, eh bien la moindre des choses, c'est que chaque résultat ait le même nombre de colonnes. Et même avec certains systèmes, ait le même type de colonne. C'est-à-dire que si ici je sélectionne une colonne de type chaîne de caractères et une colonne de type date, eh bien ici, je dois avoir dans mon select une colonne de type chaîne de caractères et une colonne de type date. Alors heureusement pour MySQL, il me semble qu'il fait des conversions implicites et du coup, on va surtout s'occuper du nombre de colonnes et pas du type de colonne. Mais quand même, il faut que le nombre de colonnes soit le même. Alors, je vais tout de suite vous illustrer ce problème pour que ça soit plus clair. Imaginons que je sélectionne, par exemple, les valeurs 1 et 2. Voilà. Bon, si je fais ça, il va juste me sélectionner 1 et 2. Sauf que maintenant, je vais faire un union. Donc je vais lui dire, sélectionne 1 et 2, union, select, je vais aller à la ligne quand même, 4 par exemple. Vous voyez, la première requête a 2 colonnes, la deuxième a une colonne. Et bien là, il me fait une erreur parce qu'il me dit que j'ai un nombre différent de colonnes dans mes deux selects, donc ça ne marche pas. Par contre, si ici je fais 4 et 5, là ça va marcher. Et il va me sélectionner 1 et 2, il va mettre derrière 4 et 5. C'est ce qu'on appelle l'alignement des structures. Donc, comme nous, on ne sait pas ce que la requête légitime sélectionne, en particulier on ne sait pas combien de colonnes elle sélectionne, il va falloir là aussi qu'on tâtonne pour savoir combien de colonnes nous, on doit mettre dans notre payload. Et l'une de ces colonnes, bien sûr, on la réservera à notre structure conditionnelle. Voilà. Alors passons tout de suite à un petit peu de pratique. On va déjà essayer de découvrir combien il y a de colonnes en faisant quelques essais. Donc je reprends mon payload habituel et je lui dis union select 1. Si ça marche, alors on sait que la requête légitime sélectionne une seule colonne. Si ça ne marche pas, on essaiera en sélectionnant deux. J'essaye et voilà, là j'ai une erreur. Alors je vous rappelle, j'avais modifié un petit peu cette page en faisant afficher la requête pour nous aider et dans un but purement pédagogique, c'est à surtout ne pas faire sur un vrai site. Alors regardons l'erreur. Ici, il nous dit exactement l'erreur qu'on avait eue tout à l'heure, c'est-à-dire que, eh bien, on n'a pas sélectionné le même nombre de colonnes.
Bon, là c'est facile, on peut le voir directement, mais un attaquant, lui, n'a pas la requête entre les mains, donc il ne sait pas combien il y en a. On sait que là, il y en a deux, et on va tout de suite le vérifier en modifiant notre payload. Donc si je sélectionne deux colonnes au lieu de une, cette fois-ci, ça passe. On n'a plus d'erreur. Donc maintenant, on sait à coup sûr que la requête légitime sélectionne deux colonnes. On a déjà avancé un petit peu. Alors, on va créer le payload qui va nous intéresser pour vérifier qu'on est bien sur du MySQL. Je vous ai mis le payload ici et on va l'expliquer ensemble. Donc, on a le début du payload qui est standard pour s'assurer que ce soit passant. On fait notre union et on va sélectionner. Et on doit sélectionner deux colonnes. C'est pour ça qu'on sélectionne la valeur 1 arbitrairement, virgule, la deuxième valeur. Et bien sûr, on finit par le dièse pour mettre en commentaire la suite de la requête légitime. Donc, dans cette deuxième valeur, c'est là qu'on a notre structure conditionnelle. La condition qu'on va regarder, c'est si la version commence par 8. Bon, j'ai pris 8 arbitrairement, on aurait pu essayer 7, on aurait pu essayer 9. J'ai pris 8. Cette syntaxe substr veut dire substring, c'est-à-dire une sous-chaîne. Donc là, en fait, on prend la sous-chaîne de version. En commençant au premier élément, alors attention, il y a un petit piège, SQL commence à compter à 1, alors qu'habituellement en informatique, on commence plutôt à compter à 0. Mais bon, SQL c'est 1. Donc en commençant au premier élément et en prenant une longueur de 1, c'est-à-dire en fait, je regarde le premier caractère de la version et je le compare avec 8. Si c'est vrai, donc si la version commence par un 8, alors endors-toi pendant 2 secondes. Sinon, tu renvoies la valeur 2 pour avoir 1 et 2 comme on avait dans notre payload tout à l'heure. Et ça, renvoyer 2, c'est instantané. Du coup, en mesurant le temps de réponse, on va pouvoir voir si euh, eh bien, notre version commence par 8, et donc ça sera du MySQL, ou pas. Et dans ce cas-là, il faudra qu'on teste autre chose. Alors, testons ce payload. Je le copie, je vais l'injecter directement ici. Alors déjà, on peut tester le payload, pour que ça soit peut-être plus flagrant, je vais mettre 5 secondes. Par exemple, si on pense que c'est du Postgre. Donc on avait vu que la réponse devait devrait commencer par un P. Donc là, si cette condition est vraie, on va s'endormir, on pourra en déduire que c'est Postgre derrière. Et si la condition est fausse, ça va tout de suite renvoyer 2, donc ça sera une réponse très rapide. Je clique, hop, bon, ça a l'air assez rapide. Si maintenant on teste avec la version 8 de MySQL, hop, en tout cas une version qui commence par 8, qu'est-ce qui se passe? Et bien vous voyez, là ça tourne, ça tourne, ça tourne. Il est en train d'attendre les 5 secondes et finalement il se connecte. Donc en mesurant le temps de réponse, on sait que version commence par un 8 et que, bon, d'après ce qu'on a vu ici un petit peu plus haut, eh bien, on est probablement sur une version de MySQL. Alors ce qu'on va pouvoir faire après, si on avait vraiment besoin d'aller chercher exactement la version, on pourrait scripter un peu tout ça et puis tester. Ok, j'ai trouvé le 8. Maintenant, je vais tester avec une valeur de 2 caractères. Alors, certainement 8 points. Bon, ça sera facile. Mais ensuite, pour le deuxième digit de la version, je peux tester avec 0, mesurer le temps. Si c'est long, c'est que c'est du 8.0 quelque chose. Si c'est court, c'est que c'est pas du 8.0. Ensuite, je peux essayer avec 1 et ainsi de suite, jusqu'à découvrir toute la version. Et ça, c'est le principe qu'on va utiliser un petit peu plus tard pour aller exfiltrer les données. Ok, à cette étape, on est déjà sûr qu'on est sur du MySQL. Donc ça, c'était notre sous-objectif 3, qui était finalement le prérequis un peu à tout. Et on a une stratégie pour aller exfiltrer les données en se basant sur le temps de réponse du serveur. Il va juste falloir poser des questions peut-être un peu plus astucieuses que celle-là, et bien sûr automatiser pour aller chercher beaucoup de données, parce qu'à la main, sinon, ce serait trop fastidieux. Alors le prochain point qu'on va avoir, c'est, ok, c'est bien, on sait
afficher des données grâce à ça, mais où sont rangées les données? On ne sait pas dans quelle table, on ne connaît pas non plus le nom des colonnes, donc c'est bien gentil de savoir les afficher, mais si on ne sait pas où elles se trouvent dans la base, eh bien on est un peu coincé. Et du coup, il va falloir qu'on parte à la découverte du dictionnaire de données. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, le dictionnaire de données a une structure différente selon la base de données. Mais heureusement, on vient de trouver qu'on était sur du MySQL. Donc maintenant, on va se concentrer sur la syntaxe MySQL et la structure du dictionnaire de données de MySQL. Alors, il y a des tables particulières dans un schéma particulier qui contiennent toutes ces informations sur, par exemple, le nom des tables, et on va aller voir tout de suite un exemple. Donc là, je sélectionne le nom des tables dans le schéma d'information et dans la partie table. Et il va me sortir quoi? Eh bien, il va me sortir le nom de toutes les tables qu'il connaît. Alors, par contre, vous voyez, il y en a beaucoup. Il y a bien sûr les tables de notre application, et puis il y a tout un nombre de tables qui sont finalement des tables système. Ainsi, si je remplace par un select étoile, vous allez voir. Hop, donc là, je demande toutes les colonnes de description des tables, et vous voyez que, eh bien, pour chaque table, alors on a le nom de la table, bien sûr, mais on a aussi le schéma dans lequel est stockée la table, et il y a plein de schémas qui sont en fait des schémas système qui ne vont pas nous intéresser, parce que nous, on veut aller trouver la liste des informations des utilisateurs. On ne s'intéresse pas dans cette attaque, mais pour une autre attaque, ça pourrait être le cas, mais nous, en tout cas, on ne s'intéresse pas aux tables des schémas système. Donc c'est pour ça que dans nos payloads, il va falloir qu'on exclue les schémas système. Comme on est sur du MySQL, on sait quels sont les schémas système, en tout cas on peut le retrouver assez facilement. Et du coup, si je les exclus de ma requête, voilà la requête qui va me donner le nom des tables de mon application, puisque j'ai exclu tout ce qui était dans MySQL, dans Information Schema, dans Performance Schema et dans 6. Voilà, donc on a le résultat de la requête qui nous intéresse. Maintenant, il va falloir bien sûr exfiltrer ces informations en utilisant astucieusement la technique qu'on a vue ici. Et comme ça, on aura la description de la base. Une fois qu'on aura la description de la base, on pourra aller s'attaquer au contenu des tables. Tout ça, on va le voir dans un script Python un petit peu après. Mais avant, je voulais vous toucher deux mots sur la sécurisation. Comment se protéger des injections SQL? Alors, on avait déjà vu dans la vidéo précédente qu'on pouvait utiliser des requêtes bindées ou préparées. Le principe, c'était de créer une séparation entre le code SQL et la donnée que l'utilisateur va saisir et qui va être positionnée dans le code SQL, dans la requête. Donc d'abord on écrit la requête, ensuite on demande, alors on laisse des trous dans la requête bien sûr pour pouvoir y insérer plus tard les données utilisateurs. On compile la requête en demandant au moteur de base de données de la préparer finalement. Et une fois que le code SQL est préparé, compilé et qu'il est donc plus modifiable, on va lui attacher les valeurs saisies par l'utilisateur euh, pour remplir les trous de la requête en fait. Donc là, je vous ramène à la vidéo précédente où on avait fait un exemple. Un deuxième principe dont on n'a pas parlé mais qui est très important et qui n'est pas seulement valable pour les injections SQL, c'est qu'il faut que l'utilisateur de base de données n'ait que les droits strictement nécessaires pour faire ce qu'il a besoin de faire. Là, par exemple, notre utilisateur applicatif n'a pas besoin d'avoir les droits de lire dans le dictionnaire de données. Ça ne lui sert à rien pour, pour ce qu'il a à faire. Il devrait avoir accès uniquement aux tables compte, messages, session et utilisateur. Or, si vous vous rappelez bien, eh bien on est connecté en route. Donc l'utilisateur qui a vraiment tous les privilèges, qui en a beaucoup trop pour notre application en tout cas. Donc le principe du moindre privilège, hein, c'est vraiment de ne donner les droits, de ne donner que les droits qui sont strictement nécessaires et surtout pas d'en donner plus parce que sinon c'est une porte ouverte pour un éventuel attaquant. Ok,
On a fini pour la partie théorique, on sait maintenant comment on va faire. Il n'y a plus qu'à automatiser tout ça en Python et vous allez voir à la fin, si tout se passe bien, on va avoir un script magique qui va nous découvrir toute la structure de la base et dans un deuxième temps, les données de la base de la table utilisateur. On va donc scripter tout ça en Python et on va y aller étape par étape. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de découvrir le nom d'une table en proposant des noms de tables candidats un par un. Et donc la première des choses à faire, c'est d'implémenter un petit algorithme qui va nous permettre d'avoir des candidats de plus en plus longs en ajoutant à chaque fois une lettre. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, je vais importer la bibliothèque Time. Alors, déjà, je vais mettre le langage en Python pour avoir la colorisation. Voilà, je vais sauvegarder dans mon répertoire de travail. On va l'appeler solution. Solution.py. Voilà. Ok. Donc ça va me permettre de mesurer les temps d'exécution. Alors ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, on ne va pas aller chercher dans la base, on va bouchonner avec une fonction qui va simplement aller répondre vrai ou faux si notre candidat correspond à un nom de table qu'on va mettre en dur. Et dans un deuxième temps, on remplacera ce bouchon par un appel à la page qui ira donc chercher dans la base. Donc commençons par le bouchon. Donc je vais créer une petite fonction qui va s'appeler existe dans la base par exemple, qui prend en paramètre, alors dans la base, qui va prendre en paramètre un candidat qui sera le nom de la table candidat. Alors en dur, on va dire qu'on a un nom en base, on va dire utilisateur. Ça, c'est ce qu'on essaye de chercher. Là, pour l'instant, on le met en dur dans notre fonction et dans une deuxième étape, on remplacera. Donc, on va dire que si le nom en base, c'est-à-dire si le nom recherché commence par le candidat, alors le commence par, c'est tout simplement start with en Python, c'est tout simple. Si ça commence par candidat, donc ça c'est l'équivalent de notre condition dans la base de données, alors dans ce cas-là, eh bien on va attendre, par exemple, alors là on va attendre juste une seconde, ça sera suffisant. Ça c'est donc l'équivalent de notre payload d'attente en base de données. Comme on va avoir déjà pas mal à réfléchir sur comment je construis le candidat, on n'a pas besoin de s'occuper pour l'instant de l'appel à la base. Ok, donc maintenant, eh bien, on va essayer de construire un candidat. Alors, pour l'instant, le nom de la table à découvrir, enfin, on ne l'a pas encore découvert, hein, donc le nom de la table découvert, on initialise à vide. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'envoyer des lettres une par une. Donc on va d'abord envoyer la lettre A, on va lui dire tiens, est-ce que tu as une table qui commence par A? Il va nous répondre oui ou non. S'il nous répond oui, alors ben, on va continuer, on va dire ok, est-ce que ça commence par A et une autre lettre? Donc A, il va dire non, A, B, il va dire non, A, C, peut-être qu'il va dire oui, et ainsi de suite. Et dans ce cas-là, on va continuer avec une troisième lettre, et ainsi de suite. En tout cas, pour faire tout ça, on va avoir besoin d'un alphabet. Donc, donnons-nous une variable qui va contenir toutes les lettres qu'on va tester. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. On pourra mettre des nombres aussi, ou des underscores, ou autre chose. Bon, nous, on va partir simple, juste sur l'alphabet. Alors attention, si on a un système qui est case sensitive, donc sensible à la casse, il faudra peut-être mettre aussi les majuscules. Ok, on va avoir besoin aussi d'une variable limite de temps, puisque on va devoir comparer le temps de réponse du serveur avec un certain seuil et considérer que si jamais la réponse est en dessous de ce seuil, alors la réponse est rapide, et si c'est au-dessus, alors la réponse est lente. Alors là, il y a un cas un peu, on est dans un cas un peu particulier parce que comme le serveur il est sur la même machine qui va attaquer, il n'y a pas de latence réseau. Donc les temps vont être très courts.
attention, dans un cas réel, il faudrait d'abord faire des mesures sur le temps moyen de latence réseau pour ajuster le seuil au mieux. Sinon, on risque d'avoir des faux positifs. Genre d'avoir une réponse considérée comme longue, mais en fait, elle ne sera pas longue parce qu'on a fait dormir la base de données, elle sera longue parce que le temps de réponse à cause du réseau ou le temps de traitement du serveur distant a été long. Bon, là, on n'aura pas tout ce problème puisqu'on est en local. Et puis, on va faire une boucle. Alors, on va faire une boucle while. Donc, la boucle while, ça veut dire tant que une certaine condition qu'on va calculer au fur et à mesure. Donc, je vais dire tant qu'on n'a pas fini. Du coup, j'ai besoin d'une variable finie que je vais initialiser à false. Attention en Python, les booléens commencent par une majuscule. Si vous écrivez false avec un F minuscule, je pense que ça va poser problème. Donc, ça veut dire tant que je n'ai pas fini, je vais faire tout un traitement. Le traitement que je vais faire, c'est je vais construire le candidat, je vais vérifier s'il existe dans la base, je vais mesurer le temps de réponse de la fonction est-ce qu'il existe dans la base. Si ce temps est supérieur au temps limite, alors ce sera une réponse longue. Et dans ce cas-là, on sait qu'on a trouvé. Si le temps est inférieur à la limite, alors c'est une réponse courte. Et du coup, on n'a pas trouvé, on continue avec la lettre suivante. Donc, on va présupposer que on a fini notre travail et qu'on va trouver à cette itération de la boucle. Si jamais on trouve une lettre, alors, eh bien, en fait, on n'aura pas fini, il faudra continuer, parce que peut-être que le nom de la table contient une lettre encore derrière. Mais par défaut, on espère, on fait le pari qu'on va finir. Et maintenant, eh bien, on va parcourir l'alphabet. Donc, pour chaque lettre dans alphabet, alors, j'ai fait une indentation de trop. Attention, Python est très sensible aux indentations. Donc, le nom de la table candidat. Le nom candidat, c'est quoi? Le nom candidat, ça va être le nom qu'on a déjà découvert, en tout cas le début du nom, auquel on va rajouter la lettre. Alors évidemment, la première itération, le nom de candidat est vide, enfin le nom de la table découverte est vide, pardon. On va lui ajouter la première lettre de l'alphabet, donc on va lui ajouter A, et notre premier candidat, ce sera A. Alors d'ailleurs, on peut afficher le candidat, comme ça on va pouvoir suivre ce que fait notre script. On va afficher donc candidat égale, et on va mettre le nom de la table candidat. Ok. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller appeler existe dans la base et on va mesurer le temps. Du coup, il faut qu'on prenne le temps au début. Donc par exemple, début égale, c'est là qu'on va utiliser aussi la bibliothèque qu'on a chargée. Et on va lancer perf. Oups. Voilà. Donc là, je prends une mesure du temps au début. Je vais d'ailleurs prendre aussi une mesure de temps à la fin. Et en faisant la différence, j'aurai le temps de traitement. Et au milieu, eh bien, je vais tout simplement appeler ma fonction de test d'existe dans la base pour vérifier si le nom de la table candidat est correct ou pas. Maintenant, il faut que je teste. Donc si la durée, c'est-à-dire la fin moins le début, est supérieure à ce que je me suis donné comme limite de temps, donc dans ce cas-là, alors encore un problème d'indentation, dans ce cas-là, on va dire qu'on a une réponse longue. Ça veut dire que mon candidat est un bon candidat. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux dire que finalement, maintenant, mon nom, enfin, ce que j'ai découvert, c'est plus ce que je connaissais avant, c'est carrément le nom du candidat, puisque le candidat est bon. Donc, j'avance d'une lettre. Mais du coup, comme j'ai trouvé une lettre supplémentaire, ben, peut-être il y en a encore une derrière. Donc, finalement, je n'ai pas fini. Il va falloir que je continue. Et du coup, il faut que j'aille chercher la lettre suivante. Donc, il faut que je recommence à parcourir l'alphabet depuis la première lettre. Et je vais donc casser la boucle for avec un break, voilà, pour passer à la prochaine itération de la boucle while. Voilà.
en itérant comme ça, quand je vais sortir de ma boucle while, normalement, eh bien, j'aurai le nom de ma table dans nom de table découvert. Alors, je vais l'afficher d'ailleurs. Donc, je vais reprendre mon petit print ici. Et voilà. OK, j'enregistre ça. Donc, si on reprend la logique, on dit, donc on commence en disant qu'on, bien sûr, on n'a pas fini. Tant qu'on n'a pas fini, je fais le pari que j'ai fini. Je boucle sur toutes les lettres de l'alphabet. Pour chacune des lettres, je construis mon candidat, qui sera ce que j'avais découvert avant, plus la nouvelle lettre. Je teste le candidat en appelant existe dans la base et en mesurant le temps de réponse. Si le temps de réponse est supérieur à la limite de temps, donc on considère qu'on a une réponse longue, ça veut dire que le candidat est un bon candidat, puisque ici, c'est la logique qu'on avait mis en place et qu'on avait expliqué dans la partie théorique. Quand la condition est vraie, on a un traitement long. Le traitement long ici, c'est une attente de 1 seconde. Donc, si mon candidat est bon, rappelez-vous, hein, on construit le candidat au fur et à mesure, ça veut dire que le début de la table, du nom de la table est correct. Par contre, ben, on n'a pas la garantie qu'il n'y a pas encore une lettre derrière. C'est pour ça qu'il faut continuer. Et puisqu'il faut continuer, ben, on n'a pas fini. Par contre, au moment où donc on a trouvé un certain nombre de lettres, on boucle, et là, tout à coup, eh bien, on a une réponse courte. Ça veut dire que la lettre en cours n'est pas correcte, n'est pas dans le nom de la table en tout cas. Donc on va passer, on va pas rentrer dans le if, et on va passer à la lettre suivante, et ainsi de suite, on va boucler jusqu'à la fin de l'alphabet. Mais si on trouve aucune des lettres, eh bien cette fois-ci, ça veut dire qu'on aura fini. C'est pour ça qu'ici on initialisait à fini, et là du coup on va sortir de la boucle while. Alors, eh bien on va lancer tout ça pour voir ce qui se passe. Donc, je vais dans mon répertoire de travail où j'ai enregistré mon script solution.py et je vais lancer en tapant Python solution.py et on va voir ce qui se passe. Voilà, donc il cherche tous les candidats et vous voyez, il marque un temps d'arrêt sur certaines lettres et quand il trouve une lettre, eh bien, il passe à la suivante. Voilà, donc par exemple ici, quand il a trouvé utilisateur avec un S à la fin, donc c'est la dernière lettre, mais on ne sait pas, à la rigueur, il pourrait y en avoir une autre. Donc il continue quand même de boucler, il va retester toutes les lettres pour savoir s'il n'y en aurait pas une autre derrière. Il va jusqu'à Z sans rien trouver. Donc là, il a parcouru tout l'alphabet. Il n'a rien trouvé de nouveau. Bon, bah, c'est que ça s'arrêtait au S. Et donc finalement, il a trouvé la table utilisateur. Voilà, donc là, on a une première étape pour trouver un nom de table. Il va falloir qu'on fasse plusieurs choses. Il va falloir qu'on généralise pour trouver tous les noms de table et pas qu'un seul. Et ensuite, il va aussi falloir eh bien, qu'on remplace notre fonction bouchonnée ici, là, hein, par un vrai appel au site en passant un payload. Ok, alors on va commencer par généraliser notre boucle pour aller chercher la liste de toutes les tables. Mais du coup, dans notre fonction bouchon existe dans la table, eh bien, on va mettre d'autres noms, on va mettre les autres noms en fait des tables pour simuler vraiment le test dans notre vraie base de données où on avait 4 tables. Donc on va dire que les 4 noms recherchés, on va les numéroter 1, 2, 3, 4. Donc on avait utilisateur, on avait session, on avait compte et on avait le dernier qui était message. Voilà. Donc on va essayer de trouver ces 4 tables. Alors pour éviter de boucler, il va falloir aussi qu'on gère une liste des tables qu'on a déjà trouvées pour ne pas aller rechercher plusieurs fois la même table. Donc on va rajouter un paramètre ici que je vais appeler les tables déjà trouvées. Alors toute cette fonction de bouchon, bien sûr, on l'enlèvera un peu plus tard pour aller se connecter au site, mais ce sera tout à l'heure. Alors on va changer un peu nos conditions ici. Alors déjà, on
On va vérifier déjà que c'est le nom table 1. On va vérifier que on n'a pas déjà trouvé le nom numéro 1. Donc, si nom numéro 1 n'est pas... Alors, j'ai copié un petit peu trop. Si ce n'est pas dans les tables déjà trouvées, et que le candidat, enfin que le nom de la base commence par candidat 1, c'est-à-dire que là on est en train de chercher sur la première table et que le candidat est correct. Donc, dans ce cas-là, on s'endort une seconde, pardon. Quand on aura trouvé utilisateur comme table, alors utilisateur sera dans la liste des tables déjà trouvées et eh bien on ne repassera plus dans cette condition. Et on va faire pareil pour chacune des tables qu'on va rechercher. Donc, voilà, ça c'est pour exclure le numéro 2 quand on l'a trouvé, le numéro 3 quand on l'a trouvé, le numéro 4 quand on l'a trouvé. Voilà, donc ça c'est pour simuler la réponse de notre base de données lors de la recherche des 4 tables de notre base. Ok, alors maintenant passons à la partie plus centrale du process. Donc on va devoir gérer une liste des tables qu'on a déjà trouvées. Donc je vais créer une variable liste des tables trouvées. Évidemment, au début du process, cette liste est vide et on va la remplir au fur et à mesure. Du coup, il va falloir qu'on boucle. Un petit peu comme on a fait tout à l'heure, il va falloir qu'on généralise ce traitement jusqu'à ce qu'on ait trouvé toutes les tables. Ok, alors il va falloir créer une boucle un peu plus générale, donc je décale tout ça et je vais boucler. Donc while not fini, alors attention, je ne peux pas utiliser le même fini, je vais utiliser un fini global, on va dire. Et du coup, il faut que j'initialise cette variable fini globale. Bien sûr, je vais l'initialiser à false, puisque au début, on n'a pas fini notre travail. Donc, tant qu'on n'a pas fini de trouver toutes les tables, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va aller chercher la prochaine table. Donc, le nom de table découvert, ici, on l'avait fixé une fois pour toutes, mais en fait, il faut le fixer à chaque itération. À chaque fois qu'on recommence à chercher une table, eh bien, le nom qu'on a commencé à découvrir, le début du nom de la table, on le remet à 0. Puis, on va aller chercher le nom de la table. Et ensuite, c'est pareil, le fini qui était utilisé par une table, eh bien, il faut que je le réinitialise à chaque fois à false. Comme ça, après, je recommence ma recherche. OK. Alors, par contre, attention, ici, on a rajouté un paramètre, puisqu'il faut qu'on passe maintenant la liste des tables qu'on a déjà trouvées. Même si au début, c'est vide. Donc ici, il faut qu'on passe la liste des tables déjà trouvées. Très bien. Ensuite, là, donc tout le traitement pour trouver une table ne change pas. Par contre, ce qui va changer, c'est que une fois qu'on a trouvé une table, il va falloir faire plusieurs choses. Donc la première chose à faire, c'est vérifier est-ce que le nom de table découvert, il est non nul. Parce qu'en fait, lors de la dernière recherche, une fois qu'on a trouvé les 4 premières tables, on va continuer de chercher parce qu'on ne sait pas qu'il n'y en a plus des tables. C'est juste que quand on va sortir de la boucle, on va trouver qu'il n'y avait rien. Donc il faut vérifier si on a bien trouvé quelque chose. Si on a trouvé quelque chose de non vide, donc si le nom de la table découvert est différent de vide, ça veut dire que on a bien trouvé une table. Et si jamais il était vide, ça veut dire que on a fini finalement. Donc on peut dire fini global égale true. Alors,
Qu'est-ce qu'on doit faire quand on a découvert une table? Eh bien, la première chose à faire, ça va bien sûr être de concaténer cette table avec la liste qu'on connaît déjà, avec ce qu'on a déjà trouvé. Et moi, je voudrais les séparer par des virgules. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'après dans la requête SQL, on va faire un not in avec le nom des tables déjà trouvées, séparées par des virgules. Du coup, j'aimerais bien déjà les séparer par des virgules. Sauf que euh, si je suis en train de découvrir le premier nom de la table, je ne peux pas concaténer ma liste déjà découverte avec une virgule, puisque pour l'instant, la liste déjà découverte, ben, en fait, il n'y a rien. Donc je vais tester si c'est la première ou pas. Donc si, alors il n'y a pas de parenthèse, pardon, si ma liste déjà trouvée, si elle est vide, c'est-à-dire j'ai pas encore trouvé de table et je viens de trouver la première table. Alors dans ce cas-là, eh bien, j'ai juste à dire que ben, ma première table, c'est la table que je viens de découvrir. Sinon, c'est que j'en avais déjà découvert d'autres. Je suis par exemple à la deuxième, ou la troisième, ou la quatrième table. Dans ce cas-là, la liste de tables trouvées, c'est la liste de tables trouvées, plus le séparateur virgule que je voulais ajouter, plus le nom de la table que je viens de découvrir. Voilà. Et normalement, quand on a fini cette boucle, eh bien, on a trouvé la liste des tables. Voilà, on n'a plus qu'à essayer pour voir ce que ça donne. Alors, je saute quelques lignes, je relance Python et il me dit que ça ne marche pas. Ok, je crois que je vois le problème, c'est qu'ici j'ai fait une double négation. On n'a besoin que d'un seul note. Si je fais une double négation, c'est-à-dire que je teste que c'est déjà dans table non trouvée, sauf qu'au début il n'y a rien dans table non trouvée, donc ça ne peut pas marcher. Ok, donc là, avec cette correction, ça devrait fonctionner. Réessayons. Voilà, donc là, eh bien, il boucle et il est en train de chercher la première table, compte. Voilà, il a trouvé compte. Il boucle sur la deuxième, avec toujours ce petit temps d'attente à chaque fois qu'il trouve une, euh, une lettre, la lettre suivante. Donc session. Bon, pour l'instant, ça marche pas mal. Est-ce qu'il va pas planter sur la dernière table? Donc, qui est utilisateur. Voilà. Donc, après avoir cherché utilisateur, il reboucle, il essaye. Cette fois-ci, il trouve plus rien, donc il sait qu'il n'a pas trouvé. Par contre, il doit rester encore un petit problème puisque non table découvert. Ah oui, effectivement, il fallait lui faire afficher la liste des tables trouvées. J'ai oublié de changer par rapport à tout à l'heure. Bon, on peut le relancer rapidos juste pour vérifier que ça marche bien, mais a priori, il a bien réussi à trouver l'ensemble des quatre tables en bouclant sur les lettres et en reconstruisant à chaque fois un candidat de plus en plus long jusqu'à trouver la valeur exacte du candidat. Donc on va juste vérifier qu'il nous renvoie la liste des tables. Avant de passer à la prochaine étape qui sera d'aller se connecter cette fois-ci sur le site. Puisque là, hein, je rappelle qu'on a bouchonné par une fonction. Voilà. Donc là, il a bien trouvé nos quatre tables compte, message, session et utilisateur. Il ne nous reste donc plus qu'à remplacer cette fonction bouchonnée en local par la construction d'un payload et l'appel à la page du site pour aller injecter du SQL qui va aller faire la requête. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors rappelez-vous, pour envoyer des requêtes à un serveur, on va avoir besoin d'une librairie supplémentaire. Alors on l'avait déjà fait dans une précédente vidéo. Request. Ok, donc on va créer une petite fonction
qu'on va appeler envoyer payload, qui va se contenter d'envoyer ce qu'il faut, envoyer payload, qui prendra en paramètre le payload. Voilà. Alors, rappelez-vous, il va falloir qu'on se connecte sur la base au travers eh bien, du formulaire de connexion. Et ici, quand on regarde le code source, la page vers laquelle on poste les données s'appelle contrôle identifiant. Donc si je prends l'URL complète, ce sera tout ça. Donc je vais avoir besoin d'une variable URL qui va s'appeler donc URL et qui va contenir, alors attention, http localhost. On va copier du coup l'endroit vers où on publie les données. Voilà, ça c'est notre URL. Parfait. Ensuite, on lui envoie des données. Ces données, alors c'est pareil, on va aller les chercher dans le formulaire HTML, comme on a fait l'autre fois. Ici, donc on avait identifiant et mot de passe. Ok, parfait. Donc ici, on a une première donnée identifiant. Alors dans identifiant, on va mettre notre payload qu'on a passé en paramètre ici. Et on a une deuxième donnée qui s'appelle mot de passe, dans laquelle on va mettre n'importe, puisqu'on ne s'en sert pas. Alors rappelez-vous, comme la dernière fois, avant d'envoyer les données, il faut les encoder. Ça, c'est des choses qu'on a déjà vues dans des précédentes vidéos, donc je ne reviens pas dessus. Donc on fait un petit urllib.parse.url encode. URL encode de quoi? Des données. Voilà. Et il faut les encoder en UTF-8. Voilà, donc nos données sont prêtes à être envoyées. Oups. On va maintenant construire la requête HTTP. Donc la requête comme ça, donc c'est urllib.request.request. Voilà. Qu'est-ce qu'on met dedans? On met l'URL, bien sûr. On met dans les datas les données qu'on vient d'encoder. Et on va mettre la méthode d'envoi qui était une méthode POST. Voilà. Ensuite, on va se créer un petit handler pour travailler sur la réponse. Donc, with url lib.request url open de la requête. Alors, on va mettre un timeout. Alors attention ici, comme on fonctionne sur une time attack, les réponses vont être longues. Donc si on met un timeout trop court, évidemment que là on va avoir une erreur. Donc on va mettre 10 secondes, comme ça on sera tranquille. Et on va dire que ça c'est la réponse. Voilà, donc c'est notre handler de réponse. Et on peut récupérer le HTML de la réponse. Je ne sais pas si on va l'utiliser, mais récupérons-le dans une variable à toutes fins utiles. Et bien sûr, il faut le décoder de l'UTF-8. UTF-8. Voilà, donc ça, c'est ce qui va nous permettre d'aller envoyer le payload à cette URL, comme si on postait le formulaire depuis l'interface. En fait, on n'a pas vraiment besoin de la réponse, on a juste besoin de mesurer le temps de réponse de cet envoi. Ok,
Alors maintenant, on va construire notre payload. Et c'est là qu'on va remplacer tout ce qu'on avait fait ici, qui était totalement bouchonné. On va le remplacer par ce dont on a vraiment besoin. Donc, notre payload, il va être égal à quoi? Alors, le début du payload, c'est comme d'habitude, on ferme la simple quote, on met le OR 1 égale 1. Ça, c'est pour passer l'authentification. Et ensuite, on fait l'union select. Alors ici, on doit sélectionner deux colonnes. La première colonne, on peut mettre la valeur 1 arbitrairement. Et dans la deuxième colonne, on va mettre notre condition avec eh bien, la condition temporelle pour voir si notre candidat il est correct ou il n'est pas correct. Donc je mets ma condition. Si le début de mon candidat, enfin plutôt si mon candidat correspond au début du nom de la table dans le dictionnaire de données, alors on va patienter. Donc on va aller chercher le début de la table dans le dictionnaire de données. Donc on fait un substring de table name. On commence au premier caractère et on s'arrête. Alors attention, on va s'arrêter à la longueur de candidat. Donc la longueur de candidat, c'est len de candidat. Attention, len de candidat renvoie un nombre. Or ici, on fait des concaténations de chaînes. Donc il faut faire str de len de candidat. OK. Donc je continue ensuite la requête SQL. Donc là, je ferme le substring et je vérifie donc si c'est égal au candidat. Le candidat étant une chaîne de caractères, je dois la mettre entre guillemets simples. Donc je mets le candidat et je recommence ma chaîne SQL. Donc, si ma condition de substring est vraie, je vais faire patienter le système pendant 2 secondes. Donc je vais lui dire sleep 2 secondes par exemple. Et sinon, je vais renvoyer tout simplement la valeur 2, comme ça on aura la valeur 1 ici et la valeur 2. On aura bien nos deux colonnes comme attendu. Et renvoyer la valeur 2, c'est très rapide, c'est instantané. OK. Alors, le select, je ne vais pas le faire n'importe où, je vais le faire dans le schéma d'information, hein, dans le dictionnaire de données. Donc le payload, je continue ici, sur la deuxième ligne, pour que ce soit un petit peu plus clair. Ce sera égal au payload qu'on a commencé à construire, plus. Alors ici, je vais aller chercher dans la chaîne, dans le schéma donc d'information, donc from information schema.tables. Je continue sur la première ligne parce que, rappelez-vous, il va falloir qu'on exclue un certain nombre de choses et en particulier, il va falloir qu'on exclue les tables des schémas système. Ce qu'on avait vu tout à l'heure ici, voilà, on a un certain nombre de schémas système qui ne nous intéressent pas pour notre attaque. Donc on va aller récupérer tout ça et on va l'exclure de notre champ de recherche. Donc on enlève toutes les tables dont le schéma fait partie d'un des schémas système. Et c'est encore pas fini parce qu'il faut aussi enlever les tables qu'on a déjà trouvées. Alors heureusement, les tables qu'on a déjà trouvées, on nous les passe en paramètres. Donc il suffit de dire que and table name not in eh bien, les tables qu'on a déjà trouvées. Alors attention, not in, il faut que je mette entre parenthèses. Voilà. Et il ne faut surtout pas oublier le dièse à la fin pour commenter la fin de la requête légitime. Voilà, et on n'a plus qu'à envoyer payload.
Alors, on a quelques trucs à ajuster. Premièrement, au tout début, table trouvée va être vide. Donc ici, ça va poser un problème parce que dans la requête, on va avoir quelque chose comme ça, not in, et ça, c'est pas bon. Il faut l'initialiser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais initialiser table trouvée dans le cas où il serait vide. Donc si c'est vide, eh bien je vais dire qu'en fait c'est pas vide, en tout cas pour SQL, et que ça vaut juste ça. Alors attention, c'est une chaîne de caractères qui vaut la chaîne de caractères vide en SQL. Et ça me fait penser que quand on a construit ici notre liste de tables trouvées, on n'a pas mis les guillemets autour. Donc ça c'est pas bon, ça va créer une erreur. Donc je vais les rajouter ici. Voilà, voilà. Donc ici, hop, et voilà. Comme ici on construit la liste des tables trouvées qui sera donc quelque chose du type, euh, alors justement comme ça, table 1, virgule, table 2, etc. Et ça, on pourra l'utiliser directement dans le note in en SQL. Voilà, et bien il n'y a plus qu'à tester notre script final solution. Donc là, devrait faire la même chose que tout à l'heure, on espère en tout cas, mais cette fois-ci en se connectant vraiment à la base. Alors lançons pour voir ce qui se passe. Donc il teste. Ok, donc il a déjà trouvé le C de compte. CO. Donc ça prend un petit peu plus de temps. Bon, c'est normal parce que quand on avait bouchonné, on lui disait d'attendre 1 seconde, alors que dans la base, on lui dit d'attendre 2 secondes. Donc là, visiblement, il arrive à trouver la table compte. Est-ce qu'il arrivera à passer à la suivante? A priori, oui. Donc il est sur la table message. Alors il faut faire attention si on réduit le temps d'attente, si on réduit le seuil, euh, on risque d'avoir des faux positifs. Parce que plus tout à l'heure on était vraiment alors, en local, mais en plus on avait bouchonné la fonction, donc c'était super rapide. Là il va quand même appeler le serveur, donc même si c'est en local, le serveur va appeler la base de données. Donc tout ça c'est en local, mais c'est quand même plus lent que si c'est directement dans le programme. Donc je ne peux pas trop baisser non plus la limite de temps, même si là je pense qu'on pourrait quand même l'ajuster un petit peu à la baisse. En tout cas, pour l'instant, il a l'air de trouver toutes les tables. Voilà, il nous reste utilisateur. Donc, comme il parcourt notre alphabet et que j'ai mis les lettres dans l'ordre alphabétique, ben évidemment, il trouve le nom des tables dans l'ordre alphabétique aussi. Voilà, donc il a presque fini. On croise les doigts pour qu'il ne plante pas sur le dernier. Voilà, donc là, il reteste et finalement, il voit qu'il n'a rien trouvé. Donc, il s'arrête et il a bien trouvé toutes les tables de la base de données, toutes les tables applicatives de la base de données en excluant les tables des schémas système. Voilà, et bien là je pense qu'on a fait un grand pas en avant et qu'on a déjà réussi à extraire des informations extrêmement utiles pour la suite de notre attaque. Alors les prochaines étapes, ce sera de trouver les colonnes de chacune de ces tables et ensuite, la dernière étape, ce sera d'aller trouver les valeurs de chacune des colonnes de chacune de ces tables. On se limitera peut-être à la table utilisateur parce que sinon ça risque de prendre un petit peu longtemps. Mais tout ça, ce sera pour la prochaine vidéo parce que cette vidéo est déjà un petit peu longue. Donc en tout cas, j'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si ça vous a plu, vous pouvez laisser un like, vous pouvez vous abonner, c'est comme vous le souhaitez. De mon côté, je vous prépare la prochaine vidéo sur l'extraction des colonnes. En attendant, portez-vous bien et vive la cyber.